Cet épisode est sponsorisé par Moctinet. Moctinet, c'est un peu le cabinet de conseil en innovation et l'agence digitale intrépide dont vous avez toujours rêvé. Moctinet conçoit, design et développe vos projets les plus ambitieux, que vous soyez une PME, PMI ou une grande entreprise. Chez Moctinet, la team design et développeurs travaillent main dans la main pour joindre le beau à l'efficace. Du site média au site e-commerce, de l'identité visuelle à l'application, c'est leur expertise première. À vous de mettre cette équipe au défi. L'expérience utilisateur est toujours au cœur de l'approche de Moctinet pour optimiser la relation entre leurs clients et leurs utilisateurs. En gros, si vous voulez générer de la croissance version 2020 avec des réponses immédiates et humaines, essayez Moctinet en tapant moctinet.com. C'est moctinet.com et vous m'en direz le plus grand bien. Je suis Guy Berthold Tegueux et j'ai le plaisir de vous présenter le podcast 10 000 codeurs. L'émission qui met en lumière les jeunes, les experts et les sponsors acteurs de la triangulaire de notre modèle d'éducation et d'insertion de la jeunesse africaine dans les métiers du numérique. Je vous proposerai sous forme d'interviews sans filtre de rentrer dans leur histoire, dans leur quotidien. L'objectif sera de favoriser partout en Afrique l'insertion professionnelle et l'employabilité des jeunes et des femmes en apportant une qualification dans des métiers créateurs de valeur liés au numérique. Je vous serai très reconnaissant de partager ce podcast autour de vous, de laisser une évaluation 5 étoiles avec un gentil commentaire sur iTunes. Ça aide énormément à monter dans les rankings et donc d'être découvert par de plus en plus de gens. Bienvenue sur le podcast 10 000 codeurs. Bonjour Naji, bienvenue sur ce tout premier épisode du podcast 10 000 codeurs. Je suis très content et honoré de te recevoir ici. Bonjour Guy, moi aussi je suis super honoré d'être le premier interviewé. J'espère que cette interview, j'en suis sûr qu'elle sera superbe et qu'elle permettra de mettre en lumière un petit peu ce que je fais et ce que j'aimerais, ou je souhaiterais plus ou moins évangéliser et faire au niveau de l'Afrique et au-delà. Donc voilà. Top. Est-ce que je peux te demander de te présenter, Naji? Avec grand plaisir. Naji Bouchiba, j'ai 41 ans. Hein. Je suis spécialisé dans ce qu'on appelle le domaine de l'expérience utilisateur et l'ergonomie cognitive. En gros, j'adapte tous les produits qui soient d'un point de vue cognitif, physique ou organisationnel. J'adapte tous ces produits qui soient numériques ou pas du tout, digital ou pas du tout, aux êtres humains en fait. Voilà mon métier en gros et j'accompagne des petites startups comme des grands groupes sur des projets que ça soit de la recherche ou sur tout type de dimension et de champ d'intervention sur des courtes périodes comme sur des grandes périodes. Donc le but c'est d'inclure des principes et des méthodes de la psychologie cognitive et améliorer le produit, que ça soit un produit de conception. Alors, si une personne vient me voir pour un produit qu'elle veut concevoir, elle a le concept, je vais l'accompagner dès le départ. Et après, on met en place plusieurs méthodes que je t'expliquerai plus tard, au fur et à mesure. Et si c'est un produit de correction, on fait un audit et puis on améliore et on fait des propositions. Et le but, c'est vraiment de faire un produit centré utilisateur, collaborateur, etc., etc. Voilà. C'est un concept qui ça commence déjà à être un petit peu mainstream du côté de l'Afrique, mais c'est quelque chose qui n'est pas trop qu'on ne met pas vraiment complètement en place quoi chez nous parce que les gens ils sont pas au courant en fait de toute cette méthodologie qui existe pour pouvoir avoir la meilleure expérience utilisateur possible même avant que le produit soit sur le marché quoi. Bien évidemment, on peut itérer lorsque ça entre sur le marché, mais avant, avec les datas qu'on a déjà, par exemple, chez des concurrents, je sais pas trop, on peut déjà anticiper sur plein de problématiques que on n'aurait pas on n'aurait pas prévu si on se lançait comme ça en avance quoi. Le truc, c'est qu'en Afrique, il y a quand même pas mal, depuis 2-3 ans maintenant que j'observe un peu ce qui se fait, que j'ai fait quelques petits projets. Il y a pas mal de gens qui font mon métier. Certains le font très bien. Je vais prendre un exemple très concret. Au Sénégal, il y a une société qui s'appelle UX. Bien sûr, c'est des gens qui viennent de France en globalité. Ils sont 3 fondateurs. L'un des fondateurs est, je crois, sénégalais. Et les 2 autres sont des Français d'origine bretonne.
ou je sais pas où. Mais ils font les choses plus ou moins bien. Après, comme tu le disais, on n'est pas trop habitué à mettre ça en place. Pourquoi ? Parce que ce qui est plus facile à faire, c'est de regarder ce que font les autres, de refaire ce que font les autres et de proposer. Après, on a beaucoup de chance dans le continent, c'est que les gens innovent de manière utile. C'est-à-dire qu'ils vont faire un produit en regardant déjà quels sont les usages ou en répondant à un besoin. Ça, déjà, c'est entre guillemets faire de l'UX, hein, sans mettre vraiment des méthodes pour améliorer le processus de conception. Mais déjà, cette base-là, elle est là. Donc, pour moi, déjà en Afrique, quel que soit le concept, l'expérience utilisateur, le font un peu. Après, il y a cette grosse confusion entre expérience utilisateur et user interface, on va dire des gens qui font du design, qui font des boutons, etc. Il y en a, ils ont la double compétence, mais il y a vraiment des méthodes issues de la psychologie cognitive qui sont très importantes à mettre en place, des neurosciences. Et si tu n'as pas tout ce background, on va dire que tu ne pourras pas apporter de manière vraiment totale une plus-value. Mais en Afrique, c'est cool quand même. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, tout ce qui a trait à la psychologie, tout ce qui a trait à ces éléments mentaux dont parfois qui sont dans le subconscient que l'utilisateur lui-même il ne sait pas en fait, et c'est quelque chose que je pense qu'on va creuser tout au long de cet épisode. Et avant, j'aimerais un petit peu qu'on aille dans le back-end, un petit peu qu'on creuse un petit peu. Tu viens d'où? Tu viens d'où exactement? Moi, je suis né à Nice, exactement. J'y vis depuis très longtemps. J'ai fait mes études là-bas. Je suis d'origine tunisienne, clairement. J'ai fait mes études. En fait, j'ai un parcours assez fou parce que j'ai souvent fait mes études par correspondance. Et puis, le métier que je fais aujourd'hui, c'est lui qui m'a choisi. C'est pas moi qui l'ai choisi, en gros. Parce que j'ai repris mes études très tardivement, à l'âge de 25 ans, parce que j'avais envie de voyager, de faire autre chose. Et ça veut dire après le bac, t'as arrêté, t'as fait ça. Une pause. J'ai fait une première année à la fac d'histoire. J'ai eu ma première année d'histoire, et puis à partir de la deuxième année, c'était des choses qui me plaisaient pas. Moi, je voulais faire à la base archéologue, et j'aime bien raconter cette histoire parce que quand je suis arrivé en deuxième année, la première semaine de cours, on nous dit qu'on va très rapidement faire de l'archéologie. On fait 2 cours d'archéologie. Après, on me dit, bon, ben voilà, vous avez fait 2 cours, vous en ferez plus avant la maîtrise. Et moi, ça m'a choqué, en fait. Je pensais qu'on allait faire ça très longtemps et je me suis dit, non, c'est pas possible. Et à partir de là, j'ai fait non. Et je me suis arrêté. Et franchement, de 2000 à 2003, j'ai arrêté mes études. J'ai voyagé, j'ai profité de pas mal de choses. Et qu'est-ce que tu as fait pendant les voyages? C'était juste pour cela couler douce, ou c'était des expériences, t'as bossé où t'étais, t'as fait des petits jobs? Non, j'ai été un peu en Afrique, j'ai été un peu en Europe, j'ai fait beaucoup de musique avec des amis, j'ai profité en fait, j'ai profité de pas mal de choses. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, j'étais plutôt dans un mode où je voulais profiter de la vie avec des copains, avec des des projets dans le domaine de la musique, dans le domaine du vestimentaire, tu sais, tous les projets qu'on peut avoir dans le milieu du hip-hop, entre guillemets. Et puis un jour, je me suis dit non, il fallait que je reprenne mes études, je rentre en France, et j'ai commencé à travailler dans le bâtiment, en gros. Et puis je rencontre quelqu'un qui est professeur et qui commence à discuter avec moi et qui me dit, mais tu devrais pas... Dans le bâtiment, là, c'était en tant qu'artisan? Non, je travaillais dans une enseigne chez nous qui s'appelle Cifré Obona. C'est une sorte de plateforme qui est comme une plateforme où tu vas chercher du plâtre, où je remplissais des sacs de sable, des sacs de plâtre, etc., etc. Et j'ai fait ça pendant 6 mois. Et ce gars-là ouais, c'était ça c'est dur là. Ouais, c'était voilà. Moi ça me rappelle un petit peu moi je viens du Cameroun, ça me rappelle un petit peu à l'époque au Cameroun, c'était ce genre de boulot qu'on faisait lorsqu'on voulait un petit peu avoir de l'argent de poche pour aller soit au ciné ou en boîte. Ça c'est du dur. Ah ouais, c'est du dur, et c'est les trucs qui sont durs mais qui payent vraiment bien entre guillemets. Voilà, en France. En France. Ouais, parce que on a tendance à
parfois négliger ces petits trucs comme les plombiers aussi. Certes, c'est pas sexy, mais ce sont des gens qui se font vraiment beaucoup d'argent, parfois beaucoup plus que des ingénieurs. Ah, mais clairement, j'ai des amis qui sont plombiers et qui gagnent très bien leur vie. Et donc, cette personne-là, on discute ensemble et je le revois 2 ou 3 fois, mais il me dit, mais voilà, je vois que tu as un profil un peu, entre guillemets, différent, mais tu faisais quoi? Je fais, ben voilà, je fais mes études et tout. Et il me dit, mais là, tu es en train de perdre ton temps, entre guillemets. Je dis, sans te manquer de respect aux gens qui font ça. T'es en train de guillemets de perdre ton temps, il faut faire des études parce que un jour ou l'autre tu le regretteras. Et il m'a vraiment motivé ce mec. Et j'ai repris mes études par correspondance en fait. Et j'ai fait mes études. Et là, c'était dans quoi? C'était dans la sociologie et la psychologie. J'ai fait 2 cursus par correspondance entre Nice et Toulouse. J'ai choisi la seule université qui me permettait de faire ça, ce qui était sur Toulouse. Donc je recevais les cours à la maison et je bossais le matin parce que après, j'ai pu rentrer à la poste comme facteur. Je bossais le matin et l'après-midi, je faisais mes cours. Et j'ai fait ça pendant presque 5-6 ans. Et jusqu'à ce que je termine mes cours à Nice. Et un jour, quand j'arrive en Master 1, Master 2, je savais pas vraiment ce que je voulais faire et je lis à la fac un descriptif. Mais avant, comment tu arrives dans ce domaine-là, en fait? Est-ce tu as été influé par des personnes? Est-ce que la personne qui t'a conseillé de rentrer dans les études, il t'a donné plus ou moins cette direction-là ou c'est quelque chose qui te... Justement, en fait, moi, je suis parti dans la sociologie parce que ça me plaisait de comprendre comment socialement les gens étaient mis en place, en fait, comment d'un point de vue social, les choses se reproduisaient. Quels étaient les mécanismes sociaux, comprendre en fait vraiment quelle était la société. La sociologie te permet, et l'ethnographie te permet de comprendre les rituels, les habitudes, les us et coutumes, que ça soit dans les anciennes sociétés, qu'elles soient primitives ou du Moyen-Âge, etc., comme les sociétés modernes. Le but, c'était de comprendre tous ces mécanismes, toutes ces règles, toutes ces logiques qui mettait en place une certaine coercition et qui pour nous en fait devenait en fait une reproduction. Je prends un exemple, un enfant de parents qui sont professeurs, que ça soit en primaire, au collège ou à la fac, ben, grâce à ses parents, il va avoir une stratégie scolaire qui va lui permettre d'arriver plus loin que certains enfants venant d'un certain milieu plus défavorisé. Et moi, j'avais besoin de comprendre tout ça et de décortiquer tout ça. Et à côté, je voulais aussi comprendre les mécanismes psychologiques des gens, d'où la psychologie, et surtout d'un point de vue cognitif. Je voulais pas faire de la psychanalyse ou de la psychologie clinicienne. J'avais pas envie de répondre à leurs problèmes psychiques parce qu'ils avaient un problème de couple ou quoi que ce soit. Je dénigre pas cette partie de la psychologie parce qu'elle a ça. Même si sur la partie beaucoup plus scientifique, tu peux avoir quelques explications à ces problématiques parfois un petit peu psychiques pour ceux qui ont des problèmes de couple ou qui sont dépressifs. Il y a des conclusions qu'on peut tirer juste avec ces datas qui viennent des 2 hémisphères en fait. Oh, complètement. De toute façon, tout est une question de régulation chimique. Et il y avait aussi la psychosociale à côté qui, elle, est très proche de la psychologie, de la sociologie, et notamment dans tout ce qui est le conformisme, le suivisme, l'influence majoritaire et l'influence minoritaire, toutes ces choses-là. Et j'avais besoin de comprendre en fait les hommes et les sociétés d'un point de vue externe avec leur interaction et l'homme d'un point de vue interne au niveau de ses émotions, de sa cognition, de son comportement, de ses expressions faciales et tous ces trucs-là. En fait, et un jour, je suis à la fac, je suis en 4e année et je lis un descriptif d'un master 2 et je me dis mais c'est ce que je veux faire. En fait. Comment ça s'appelle? Ça s'appelait master ergonomie cognitive. Voilà. Et le master 2 à Nice, là où j'ai eu de la chance, c'est que l'année où moi j'ai fait ce master-là, il y a eu une fusion entre le master de sociologie cognitive et le master d'ergonomie cognitive. Et ils l'ont appelé master 2 professionnel des sociologies et de l'ergonomie des technologies numériques. Et donc, à partir de là, il était tout à fait logique que j'aille présenter mon dossier. Il y avait une sélection. Hein. On était quelques
quelques-uns à vouloir le faire. Et on a été 6 à être sélectionnés. J'étais très content. Et depuis, voilà, ça a changé ma vie clairement sur tout. Parce que aujourd'hui, j'ai un métier que j'adore, qui est hyper important et intéressant et qui peut avoir un impact sur pas mal de choses en fait. Et depuis 3-4 ans, en plus, j'ai rajouté des valeurs encore plus importantes pour moi, qui sont des valeurs éthiques, écologiques, qui sont hyper importantes dans ce monde de technologie à profusion en fait. Voilà. Donc c'est pour ça que mon engagement envers l'Afrique est encore plus gros, parce que je ne veux pas je ne souhaite pas, parce que je suis pas le seul décisionnaire, mais je ne souhaite pas que l'on fasse de la technologie pour de la techno en fait. Le but, c'est de faire des produits, des objets utiles, utilisables, éthiques, écologiques, durables, qu'on ne fasse pas, qu'on ne transforme pas en fait le mode de vie en Afrique. On peut habiter dans un village africain, avoir toujours le même mode de vie qui existe depuis 50 ou 100 ans, tout en ayant des technologies qui sont importantes et qui nous permettent de vivre de manière bien. C'est vraiment intéressant ça. Moi, ce qui m'a mis les pieds à l'étrier sur ce domaine un petit peu cérébraux, c'est un bouquin, peut-être tu dois connaître, de Robert Cialdini, Influence et manipulation. Influence en anglais. Je l'ai pas lu, mais j'en ai entendu parler. C'est quelque chose d'assez intéressant. C'est un classique chez nous, pour nous, les marketeurs. Et là, tu comprends en fait tous ces différents biais conscients ou inconscients qui en fait dictent tout ce qu'on peut prendre comme décision, qui fait qu'on peut apprécier telle chose ou ne pas apprécier telle chose, ou prendre, ou par exemple suivre, comme tu parlais de suivisme par exemple, preuve sociale et tout. C'est ensuite, lorsque tu rentres dans ce master, ça a duré, c'est 1-2 ans? Le Master 2 a duré 1 an, parce que c'était un Master 2 professionnel, en fait. Quand je rentre dans ce Master, je me retrouve avec 6 personnes qui étaient avec moi l'année d'avant, des gens que j'aime beaucoup, et avec lesquels, en fait, on s'est serré les coudes pour avoir notre année. On a rencontré des profs formidables. On en connaissait quelques-uns déjà, mais déjà, on rentre dans un monde où au bout de 2-3 semaines, on est conscient qu'en fait, on a pris la meilleure décision de notre vie. En fait. Parce qu'on voit l'importance de ce qu'on est en train d'apprendre et du métier qu'on va avoir. En fait, en plus, vous entrez dans un wagon, en fait, plus c'était la première promotion. C'est exactement ça, en fait. En rentrant, en plus, on est un peu le pilote, comme ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. On est un peu le test. Et en fait, on se rencontre au bout de 2-3 semaines, 1 mois, que en fait il y a des possibles de malades. On apprend une nouvelle matière qui nous ouvre vers un champ des possibles de malades. Au-delà de ça, les professeurs qui étaient un peu sceptiques sur nous, entre guillemets, notamment surtout de la partie psychologie cognitive, ils sont tellement surpris de notre engouement et de notre envie d'apprendre qu'ils nous en donnent encore plus, en fait. Et ça se passe formidablement bien. On apprend des choses de malade et on découvre en fait un pan de recherche. Moi, je connaissais un peu le domaine de la psychologie parce que j'en avais fait. Au fur et à mesure de l'année-là, on découvre que tout, en fait, est fait de manière à ce qu'on puisse le réaliser, le concevoir pour qu'il soit adaptable à nos aptitudes, en fait. Et on apprend au final des choses bien comme des choses moins bien, c'est-à-dire qu'on peut manipuler les gens pour les faire consommer des choses. On peut surtout les manipuler d'une manière positive comme négative. On apprend surtout que la psychologie et la sociologie sont à la base de beaucoup de techniques utilisées dans le marketing et dans pas mal d'autres choses. Et puis voilà, ça ne fait que conforter notre choix. Et puis on est surtout content d'avoir choisi de faire ça parce que derrière on sait qu'on va avoir un boulot, quoi. C'est surtout ça la satisfaction, c'est qu'on va avoir un boulot et que ce boulot-là, il va faire que grandir et grossir et nous permettre d'avoir déjà financièrement
une assise entre guillemets, mais surtout de monter en compétences, de rencontrer encore plus de gens qui vont nous donner encore plus de savoir et de partager ce savoir-là. Enfin voilà, ça a été vraiment une révélation pour nous 6. Ça a été génial. Ouais, top. Donc, comme tu l'as bien spécifié, c'est un instrument. Et c'est pas que c'est bien ou que c'est mal, c'est l'utilité de ça. C'est comme tu prends un couteau, tu le donnes à un boucher, il te fait des petits morceaux Bien de sûr. trucs. Ou tu prends ce même couteau, tu le donnes à un fou furieux et puis il assassine des gens. Donc, c'est un instrument. Et Exactement. puis, c'est à chacun de prendre ça de façon avec son éthique pour avoir les résultats qu'il souhaite avoir, en fait. Et Complètement. là, tu sors de là, c'est en 2011 si je me trompe pas. Je sors de là, c'est en 2011, exactement. C'est quoi ta première expérience? Alors, ma première, en fait, à la base, je devais faire une thèse sur la robotique, clairement. Et en fait, le sujet était tout simple, était de comment faire passer le robot d'agent à acteur en lui permettant par des vagues de description ethnographiques sur des boucles très précises, c'est-à-dire des anniversaires, le deuil, une naissance, une rencontre entre deux personnes, etc. Implémenter tout ça dans les robots et leur permettre de comprendre les émotions et de capter ces émotions-là avec des expressions faciales, des postures, etc. Et rendre les ordinateurs de plus en plus proches, enfin, qui puissent comprendre nos émotions. Et moi, je voulais travailler sur ça. Donc, j'avais un professeur qui était super chaud, qui m'a suivi, qui m'a aidé à rédiger ma proposition de thèse. Et j'avais eu une offre en Angleterre à Leeds, exactement, avec une société et une université. Et au bout de 4 mois, en fait, ça s'est pas fait. La société s'est désistée parce que moi, je voulais faire une thèse CIFRE, être à la fois dans une société tout en étant à l'université. Et finalement, j'ai perdu du temps. Et il voulait t'embaucher dessus? En fait, le truc, c'est que la thèse CIFRE, c'est tu as une société qui a soit un sujet et toi, tu t'agglomères à son sujet, soit c'est toi qui apportes un sujet et elle t'apporte, elle t'accompagne. Exactement. Elle t'accompagne, mais le truc, c'est que tu travailles 50% pour la société et 50% sur ta thèse. Donc voilà. Et finalement, la société s'est désistée. Et moi, j'ai perdu 4-5 mois comparé à mes collègues qui, eux, étaient déjà en train de travailler pour la plupart. Et donc, je me suis lancé en indépendant. Et j'ai eu la chance très, très rapidement d'avoir un ami qui m'a sollicité pour une boîte qui, en fait, fait fournit une application à des métiers spécifiques comme des gens qui travaillent dans la climatisation, des techniciens en fait. Et on peut citer la boîte s'appelle CMI, le nom de la boîte. CM2I. Elle est sur Nice, elle existe depuis 40 ans à peu près, ou 35 ans. Et il m'a sollicité, on en a discuté ensemble et il m'a sollicité pour plus ou moins déjà faire un audit et faire des propositions et des améliorations parce que l'application était vraiment, vraiment vieillotte, on va dire. Elle avait un design très vieux. D'un point de vue ergonomique, c'était une perte de temps. Et puis les gens ont surtout utilisé des applications hyper user-friendly, comme on dit, hyper ergonomiques, avec une expérience utilisateur optimale. Et là, ils passaient de ça à leur application métier quand ils travaillaient, et c'était horrible. Et lui, il savait qu'il y avait un coût en termes de perte de clients, en termes d'utilisateurs et de conversion. Oui, parce qu'après, eux, ils travaillaient sur pas mal de choses. Ils avaient un back-office, plus cette application qui permettait de gérer les rendez-vous et de dire où il faut aller là, pouvoir faire signer le devis, etc., etc. Et donc, j'ai travaillé sur ça pendant 1 mois et demi. J'ai pu faire à la fois déjà un audit, puis les accompagner sur les guidelines Google pour les faire monter en compétences et les aider sur tout ce qui est la partie user interface. Et ça a été une très très belle ma première expérience qui m'a permis de me mettre le pied à l'étrier. Et puis à partir de là, j'ai eu plusieurs expériences au fur et à mesure. J'ai toujours été en fait dès que j'ai compris que je pouvais pas faire ma thèse, j'ai commencé à faire un travail de prospection tous les jours où j'envoyais entre 200 et 300 mails à des sociétés partout.
Mais comment est-ce que le déclic, en fait, comment est-ce que, parce que la plupart des gens ils devaient réfléchir, ouais, il faut trouver un job, il faut écrire un CV. Comment est-ce que le déclic se fait de directement, ah, j'ai pas de thèse, j'ai pas de truc, j'ai perdu 5 mois et je me lance en freelance. Comment est-ce que le déclic se fait, en fait? Ben, le déclic se fait parce que t'as pas le choix. Clairement, il faut payer ton loyer. Certes, t'as pas le choix, mais comme la plupart des gens, tu réfléchis pas en mode, je vais écrire plus de CV pour potentiellement être embauché par une entreprise. Ben, il y a eu ce formidable, enfin, il existait déjà, mais il y a eu LinkedIn que j'ai commencé à utiliser énormément. Ça a été pour moi un moyen déjà de me faire un réseau, de me faire connaître, de me faire voir par les gens, de me rendre visible. Ça m'a permis aussi, j'ai mis pas mal de stratégies en place très numériques, hein, où j'allais sur un site pour connaître toutes les sociétés qu'il y avait à côté de Nice. Il y a une ville qui s'appelle Sophia Antipolis, c'est une sorte de, de Silicon Valley européenne entre guillemets, où il y a pas mal de boîtes. Et en ayant leur nom, leur adresse mail, je pouvais aller directement sur le site, aller voir les mails des personnes qui me paraissaient importantes et envoyer des CV. T'es un gros hacker, toi. Ouais. Et j'ai envoyé des CV, et puis j'allais me présenter. Dès qu'il y avait un truc, dès qu'il y avait des ateliers, des workshops, des réunions, des meet-up, des soirées, j'y allais. Le but, c'était de me rendre visible et très rapidement, j'ai pu entrer en contact avec des SS2I qui m'ont permis d'avoir mes premières expériences derrière, tu vois. Mais c'est magnifique ce que tu es en train de raconter là, en fait, parce que la plupart des gens, ils sont en mode, ils écrivent un CD, puis ils envoient en espérant d'avoir un retour. Toi, tu as hacké en fait le système, quoi. Et c'est pour ça que j'adore aussi ce média LinkedIn, parce que là, tu peux avoir toute la structure d'une entreprise et puis directement aller piquer vers celui qui a le pouvoir de décision, puisque c'est lui qui t'embauche, quoi. Celui qui est en bas là, et même s'il te dit oui, c'est pas lui qui signe en fait le papier, en fait. C'est tout à fait Et ça. le fait d'aller directement au cœur des choses, d'aller à des meet-ups, de provoquer en fait cette chance là, C'est tout à fait ça. c'est une vraie leçon en fait que des gens devraient copier en fait pour essayer eux-mêmes de se sortir parfois du trou, quoi. C'est un conseil que je donne à pas mal d'étudiants parce qu'aujourd'hui, j'enseigne dans le master dans lequel j'ai eu mon diplôme. J'enseigne depuis 4-5 ans maintenant et j'enseigne dans d'autres endroits. Et c'est la stratégie que je leur donne. Je leur dis, même avant d'avoir votre diplôme, allez voir les entreprises qui vous intéressent. On a LinkedIn. LinkedIn, tu cliques sur l'entreprise. Tu as le à propos. Dans à propos, tu as les gens qui travaillent là-bas et là, tu as tout. Et t'as même encore une option beaucoup plus intéressante avec le Search Navigator. Là, Exactement. tu peux envoyer des messages en illimité. Moi, je l'utilise d'un point de vue marketing pour des clients, mais franchement, pour un étudiant aussi, c'est bien possible tu as un mois gratuit. Certes, ça coûte un petit peu cher, 70 € par mois, mais tu as un mois de gratuit. Et si tu te concentres pendant les un mois, tu peux vraiment disséquer en fait toutes les entreprises qui t'intéressent et écrire un truc bien fort au niveau copywriting et potentiellement attirer l'attention d'un des décideurs pour avoir quelque chose. Ah ouais, non, mais c'est clair. Le but, c'est de savoir où ils sont, quand ils sont dans ces endroits-là. Donc, moi, je pouvais voir qu'il y avait des soirées et qu'il allait y aller. Donc, je me mettais en ami avec lui. Donc, je voyais, j'avais son fil. J'avais son fil de Ouais, commentaires. tu vois tout ce qu'il fait, ouais, bien sûr. Je S'il y a un truc et puis il voilà. poste. Donc, c'est tout à fait ça. Donc, je l'ai suivi entre guillemets à la trace et je savais que, hop, lui, il va sur ça. Ben, ce soir, j'y vais. Et là, je l'ai rencontré, je discutais. Ben voilà, on était sur LinkedIn, on a discuté. Maintenant, on se voit en réel. Voilà ce que je fais. Si vous êtes intéressé. Et puis, je l'ai fait plusieurs fois, mais ça a mis du temps avant de payer, hein. Franchement, j'ai dû envoyer au moins 2, 3, 4 000 CV à droite et à gauche, envoyer des mails de malades à peut-être 3 000, 4 000. Enfin, sincèrement, ça a été un long travail. Il y a eu des moments où, ben oui, tu lâches l'affaire un peu parce que voilà, ça te démotive. Mais moi, j'étais pas démotivé très longtemps en fait. Genre, j'étais démotivé une demi-journée et après, le soir même ou le lendemain, je repartais parce que de toute façon, j'avais pas le choix et que je savais que ça allait payer au fur et à mesure. Donc voilà. Ouais, c'est clair.
Ouais, vraiment intéressant. Donc là, tu bosses en remote ou Je bosse en remote, mais j'ai aussi un espace de coworking dans lequel je vais assez souvent. Il s'appelle Les Satellites, c'est à Nice. C'est le plus vieil espace de coworking qui est sur Nice et c'est un peu un coworking qui est spécial parce qu'on est un peu comme une famille. Je veux dire, les gens qui viennent dans cet espace de coworking, c'est soit ils s'adaptent à notre philosophie et la manière dont on y est, parce que c'est vraiment très familial, soit c'est pas leur mode et ils s'en vont. Et ils s'en vont, mais de manière très gentille quand on leur dit pas de partir ou quoi que ce soit, parce que c'est pas le but. Mais franchement, les gens qui y adhèrent, on va dire que sur une 10 personnes, il y en a 8 qui adhèrent très rapidement à tout ça. Et les deux autres, ben, c'est parce que c'est vrai que c'est un peu un endroit un peu bruyant, mais c'est très famille en plus et c'est génial. Moi, j'aime beaucoup cet espace. C'est pour ça que j'en fais un peu la pub. Ça s'appelle Les Satellites. Et j'y vais 1 ou 2 fois par semaine et j'y vais pour décompresser en fait. là, il faut que ils doivent sponsoriser cet épisode là parce que là, Et j'y vais pour décompresser. J'y vais même pas pour bosser ou un hmm. peu. Parce que la plupart la plupart des fois où je suis sur des missions où je dois travailler sur des choses où je dois être hyper concentré, je reste à la maison. Ouais. Mais parfois, c'est aussi un bon lieu de rencontre, hein, ces espaces de Ouais, coworking. Tu peux, franchement, tu carrément. peux faire rencontrer des gens qui ils changent complètement. Moi, dans mon cas, j'ai déjà eu à faire plusieurs rencontres avec des gens avec qui plus tard on a fait soit un deal ensemble, soit j'ai fait un truc pour eux, tu vois. Donc, euh, toujours être en mouvement, en fait. T'es pas en- Quand tu restes statique, y a rien ne se passe en fait. Mais le fait de se bouger, tu provoques en fait le fait que quelque chose puisse se passer en fait, de faire une rencontre, je sais pas trop. D'un point de vue business, c'est super parce que de toute façon, si tu es débutant, tu peux penser qu'il y a des gens qui vont pouvoir peut-être avoir besoin de toi à un moment ou à un autre. Donc, tu es là aussi pour te montrer. Après, si tu veux monter en compétence sur du développement, sur du marketing, sur du SEO, sur tout et n'importe quoi, les gens sont toujours prêts à t'aider si tu es motivé et que tu le fais avec une pensée positive et saine. Voilà, c'est ça qui est génial. Donc voilà. Ok. Et après, parce que là, franchement, en creusant sur ton parcours, c'était un vrai délice, quoi. Tu t'es baladé d'entreprise en entreprise. Tout ça, c'était toujours en freelance. Je veux dire, quand tu passes, par exemple, comment ça s'appelle, des INRIA à Bricomac, Leaf and Spot. Life in Sport et compagnie, oui, c'est ça. En fait, j'ai été l'INRIA, c'est là où j'ai fait mon stage. J'ai été pas mal de temps là-bas et c'est un endroit que j'affectionne énormément. J'étais avec une équipe formidable avec laquelle je travaille toujours encore et on a fait un partenariat avec l'INRIA sur pas mal de choses. Mhm. Et mais j'étais encore dans une boîte. Après, en étant indépendant, je travaillais pour CMI, pour Life in Sport, pour Bricomac, mais c'était à chaque fois des expériences, notamment Bricomac et Life in Sport et CMI, où je l'ai fait gratuitement. Ah, Je n'étais pas payé. Il a fallu que je me fasse la main au départ. Donc les 3-4 premières expériences que j'ai eues, je les ai faites gratuitement. Je sais qu'à chaque fois que je dis ça à pas mal, tu vas nous expliquer le revers parce il y a que aucun revers. Pour moi, il y a eu que du bien en fait, parce que j'ai travaillé sur des projets où justement, c'est ça à quoi je m'attendais. C'est du gratuit, mais forcément, il y a eu un gain. Il y a eu soit le réseau, soit la connaissance, voilà, soit c'est ça, parce que là, c'est ça, tu étais à tes débuts, t'avais pas, même si tu avais les connaissances c'est exactement ça. théoriques, t'avais pas la mise. Ouais. J'ai pu en fait, me confronter déjà à des clients, à comprendre ce qu'ils voulaient, ce qu'ils souhaitaient, adapter tout ce que j'avais appris à des vrais cas et à des situations où bah, déjà tu as des développeurs qui veulent pas faire ça parce que soit ils ont pas envie, parce qu'ils comprennent pas ce que tu fais, soit parce qu'il y a des contraintes de langage, il y a des contraintes financières, il y a des contraintes de De temps. timing, exactement. Il y a plusieurs contraintes. Il y a des contraintes, ne serait-ce que des fois politiques à l'intérieur de la société, entre certains groupes. Donc le but, ça m'a permis de découvrir tous ces mécanismes, de savoir très rapidement découvrir qui est la personne, qui est vraiment la personne qui décide, celle que tu dois entre guillemets te mettre dans la poche,
celle avec laquelle il faut parler et rassurer, celle qui t'as pas besoin de rassurer. Et en fait, avec ces expériences-là, j'ai commencé à apprendre ça. Ça m'a permis de comprendre que j'étais pas le sauveur en fait, que j'arrivais pas avec mes connaissances et que j'allais tout changer. Non, qu'il fallait déjà faire comprendre aux gens pourquoi j'étais là, quel était mon métier, puisque ça a été une évangélisation de mon métier, et que je n'étais pas là C'était pour les débuts. Voilà. C'était encore les débuts. C'était pas Ouais, encore, au-delà des débuts, c'est que les gens, en fait, ils pensaient que j'allais leur rajouter une couche de travail, que j'allais tout faire et que c'est moi qui allais décider. Non, je leur disais non, je ne décide pas. On décide ensemble. Et moi, de toute façon, vous êtes ceux qui êtes au centre du projet. Vous savez le projet, vous connaissez le projet mieux que moi. Donc, le but, c'est que vous me donniez déjà toutes ces informations et que moi, par le biais de tout ça, avec vous, on décide plus ou moins ce qu'il y a à faire. Et franchement, ça m'a permis de mettre un pied dans le monde du travail, clairement. Donc, mes 3 premières expériences ont été gratuites. Après, au fur et à mesure, j'ai commencé à faire payer. Comme j'ai pris de l'assurance. Et t'as rendu les premiers patrons vraiment très contents. Voilà, exactement. Ils étaient contents. Ouais. Et puis, ils ont surtout, derrière, ils m'ont... comment dire, ils m'ont permis d'avoir accès à notre réseau. Ils m'ont permis d'avoir des recommandations, des gens auxquels ils ont dit oui, n'hésite pas, il est bon, etc. Et même si ça n'a pas pu se faire sur certaines choses, moi, ça m'a permis déjà de prendre de l'assurance dans mon métier et dans ce que je pouvais faire. Donc voilà. Top. Il y a tellement de questions que j'ai à te poser. Là, je constate que là, on a déjà fait pratiquement plus de 30 minutes. L'idée, en fait, c'est aussi de parler de 10 000 codeurs, de ton impact, de comment est-ce que tu as rejoint 10 000 codeurs. Mais avant, j'ai encore deux questions que je vais te poser sur une expérience que tu as eue à Simplea. Oui. Tu as bossé là-bas en 2013, d'après ce que j'ai vu. C'est ça. L'objectif, c'était de la refonte du réseau social Madina.com. C'est exactement ça. Ouais, c'était, je crois, il y avait l'évaluation expert, c'est ça. Du site, ouais, des frameworks, ouais. L'analyse aussi Oui, ethno-sociologique des populations. Exactement. Et ce qui m'a intéressé, en fait, il y avait aussi le scénario, user story mapping et storytelling. Mais ce qui m'a intéressé, en fait, c'était la partie du persona, en fait, création de persona. Mm-hmm. Parce que j'utilise beaucoup les personas dans mon activité sur Facebook, parce que je fais de la pub sur Facebook. Des ads et comme j'utilise ces personas comme levier de croissance rapide et aussi pour tester rapidement de nouveaux marchés pour des clients et j'aimerais un petit peu que tu nous expliques en quoi consistait la stratégie de création de personas pour la refonte de ce site-là. Est-ce qu'il y a des similitudes avec ce qui se fait? Bref, est-ce que tu peux d'abord, pour que les gens comprennent bien, expliquer c'est quoi ce site Madina, c'est quoi ce réseau social? Et ensuite, tu pourras revenir. Madina.com, en fait, si tu veux, c'est encore par le biais de LinkedIn que j'ai rencontré Abderrahman Osama, avec lequel on a échangé. Et lui, clairement, était intéressé par mon profil. Et lui a une vingtaine d'années d'expérience. Hein, il est en Égypte. Et très vite, on a échangé. Et il m'a dit, ouais, j'aimerais que tu bosses pour moi sur ce projet-là. C'est en gros Madina.com est un site, un réseau social autour de la religion musulmane, mais pas que. Et le but, c'était de faire discuter les gens sur la religion, toutes les religions entre elles, et de créer vraiment des discussions entre les gens qui sont chrétiens, les musulmans, les juifs, les non religieux, les athées et les hindouistes, etc., etc. Et à partir de là, le départ, c'était de travailler sur l'audit du site, enfin du réseau, et puis surtout de sa proposition en termes de maquette. Donc, il m'a demandé de faire un audit, et de cet audit-là, très rapidement, on a pu voir des problématiques. Et puis derrière, il m'a demandé si c'était possible. Enfin, c'est plutôt moi qui lui ai demandé si c'était possible de pouvoir faire une étude ethnosociologique et de faire des personas. Et pour ceux qui ne savent pas ce que sont des personas, les personas, c'est des archétypes d'utilisateurs créés à partir de réelles données recueillies durant une phase d'exploration, en fait.
Et ces données-là, elles sont utilisées dans le processus de conception pour représenter les buts, les besoins, les caractéristiques des différents groupes d'utilisateurs. Et en plus, ces personas, ils sont utilisés pour générer des idées et guider les concepteurs dans des décisions de conception. En gros, si tu veux, c'est des moyens privilégiés pour mieux appréhender les attentes, les besoins des futurs utilisateurs dans une démarche de conception centrée utilisateur. Et surtout, ce qui est très important, c'est qu'ils offrent une représentation imagée, concrète et tangible des utilisateurs cibles. Ouais, c'est à partir de données qui sont déjà factuelles que vous créez. En fait, ces personas, c'est un petit peu comme des vraies personnes, mais persona parce que c'est représentatif d'une vraie personne avec des caractéristiques bien spécifiques qui ont trait au sujet qui est traité. Et en l'occurrence, là, comme tu parlais, c'était un réseau social qui parle de religion, plusieurs religions, principalement musulmanes. Et généralement, sur Facebook, nous, on utilise ça pour... tu as déjà entendu peut-être de cet adage américain, fake it until you make it. Donc, pour parfois créer, en fait, une preuve sociale, mais représentative de ce qui est de la problématique qu'on traite réellement, en fait, dans le cas échéant. C'est pour ça que j'aimerais savoir, dans le cas de Madina, quel était le rôle de ces personas, en fait, de créer une traction, ou est-ce que c'était un levier de croissance pour amener plus de personnes sur le site? Non, le but c'était de pouvoir juste une simulation. Ouais, voilà, le but c'était de décrire et définir l'ensemble des différents personas qu'on pouvait avoir. Il y en avait à peu près 8, entre 8 et 10, sachant que en ergonomie, des personas, il y a pas mal de différentes typologies de personas, en fait, en ergonomie ou en UX. On a le persona primaire qui représente l'utilisateur principal du futur produit, le persona secondaire qui partage les mêmes objectifs et besoins communs avec le persona primaire, mais néanmoins, il a des caractéristiques propres qui sont non prioritaires pour la conception du système. On a ce qu'on appelle le persona acheteur. Lui, c'est le persona qui achètera le produit, mais qui n'est pas forcément celui qui va l'utiliser. Par exemple, un parent qui achète une console de jeu à un enfant. On a le persona supplémentaire qui représente l'utilisateur principal du produit. Cependant, ses besoins peuvent être pris en compte, mais ils ne peuvent pas être pris en compte, mais il permet à l'équipe de conception de s'assurer qu'aucun utilisateur n'a pas été mis de côté. Et enfin, on a le persona concerné, qui n'est pas l'utilisateur final du produit, mais qui sera directement concerné par l'utilisation de celui-ci. Par exemple, un patient qui reçoit des soins et qui peut être affecté par le produit ou le logiciel utilisé par le personnel soignant. Puis on a le persona négatif ou exclu qui représente l'utilisateur qui n'est pas la cible du système. Il permet de garder à l'esprit ce qui ne doit pas être conçu dans le système. Tu vois, déjà, il y a ça. Nous, ce qu'on voulait, c'était pouvoir définir persona qui peut être chrétien ou chrétienne, qui habite en Europe ou dans le monde arabe. Le persona qui est musulman et qui peut avoir une particularité qui peut être de l'école malékite, celui qui peut être de l'école ambalite. Donc, c'est des gens qui peuvent avoir des visions différentes. Et le but, c'était de les confronter au réseau social et de savoir quelles différentes discussions ils pouvaient avoir. Est-ce que le réseau pouvait répondre à leurs besoins d'un point de vue fonctionnalité, d'un point de vue utilisabilité, usage, d'un point de vue partage, coopération, etc., etc. Donc, et aussi en termes de modération, commencer à réfléchir sur le persona troll, la personne qui peut troller dans un réseau social. Donc, on a dû faire tout ça et surtout, ce qui était intéressant, c'était de savoir quels étaient les sujets qui étaient entre guillemets tabous, quels étaient les sujets que les autres voulaient connaître de l'autre. Et il y a la culture qui est importante. La culture en Europe, déjà, elle est diversifiée selon les pays. Mais on peut dire qu'il y a une culture entre guillemets européenne. Mais je veux dire, la culture en Roumanie, elle est un peu différente que la culture en France.
La culture au Moyen-Orient, elle est différente que la culture au Maghreb. Et tout ça, il fallait le comprendre, il fallait du moins déjà le relever, faire des personas pour pouvoir les confronter dans des discussions, dans des échanges et aussi sur l'interface. Ah, c'est vraiment très, très, très intéressant, ça. J'apprends des choses, quoi. Ces aspects du personnel, là, ça, je connaissais pas et je trouve que c'est quelque chose qu'on devrait beaucoup, beaucoup plus en parler parce que là, avec ça, on peut avoir tellement de métriques, tellement de données. Euh, Ah oui. je crois que pour boucler sur cette partie-là, j'aimerais encore savoir, du point de vue pratique et concret, qu'est-ce qui se passe en fait? Est-ce que ces personas sont dans le réseau social et on les laisse un petit peu comme quand on fait une simulation, on les laisse comme ça et puis on les observe, on voit ce qui se passe, ces différents profils-là. On les confronte lors de la conception et même auparavant, quand on est en mode idéation, on se dit voilà, ce personnage-là, il est comme ça. On va dire par exemple très concrètement Yasmina, 18 ans, qui se cherche dans la religion, qui est enfant de parents musulmans, donc a fortiori musulmane elle, mais elle n'est pas pratiquante. Elle veut aller sur ce réseau, pourquoi? Peut-être pour approfondir sa connaissance de la religion, peut-être au départ. Alors comment on va pouvoir lui permettre d'approfondir sa connaissance de la religion? Quelles sont les fonctionnalités qu'on pourrait mettre en place? On part d'un besoin d'un persona et on va vers une fonctionnalité. Le but, c'est de réfléchir sur toutes les différentes possibilités de fonctionnalités. Et là, c'est une fonctionnalité, mais peut-être qu'elle a envie de rencontrer d'autres personnes. Peut-être qu'elle a envie de rencontrer d'autres personnes. Ces personnes-là, elles sont pas forcément religieuses ou musulmanes. Et quels seraient les sujets qu'elle souhaiterait mettre en place? À partir de là, peut-être qu'il faudrait avoir un forum de discussion. Donc, fonctionnalité forum, etc., etc., etc. Le but, c'est de savoir ou d'imaginer ce que le persona pourrait souhaiter, mais en fait, on l'imagine même pas parce que c'est des questions qu'on a déjà posées aux gens. Et ces questions-là, on a eu pas mal de réponses et on fait entre guillemets une moyenne. Croiser les réponses, quoi. Voilà, on croise les réponses et on a des tangentes, pardon. Et de toutes ces tangentes, on va créer notre persona et notre persona, quand on va penser à la future solution en termes d'idéation, on se fait des focus group où on retrouve des gens, on les invite et on les confronte au persona et on leur dit voilà, ce persona-là qui est Yasmina, vous pensez qu'elle souhaiterait avoir quoi dans dans l'interface? Et là, on discute. Sujet religieux, de quelle manière on peut mettre en place des sujets sur la religion? Est-ce qu'on doit avoir une fonctionnalité islam, une fonctionnalité ça, ou pas du tout? Est-ce qu'il faut avoir je dis fonctionnalité islam, mais ça peut être autre chose, hein. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais c'est juste un exemple. Et le but, voilà, c'est de co-construire avec les gens une interface imagée. Et au fur et à mesure, on la construit par des dessins, par du découpage de magazines, pas mal de choses. Et après, on se fait un mood board avec tout ça, un mur de graffiti où les gens après présentent ce qu'ils ont fait et comment ils imaginent l'interface. Et toutes les choses qui se répètent via les groupes que l'on voit, on se dit ça, c'est une fonctionnalité qui peut être pas mal. Et après, les fonctionnalités qu'on a retenues, on les représente aux gens et on les valide. Et à partir de là, on commence à construire avec eux une interface. Et l'interface, au fur et à mesure, on la teste, on fait des tests, on la teste avec eux. Donc, c'est conception, test, évaluation. C'est idéation, conception, évaluation. Et on fait des boucles comme ça. Donc, au fur et à mesure, vous itérez jusqu'à avoir le truc, voilà, jusqu'à avoir le plus truc parfait, quoi. plus parfait. Soit on est juste sur des petites fonctionnalités, et là on fait des guérilla testing, et on est en lean UX en termes de conception. Soit et après on fait un gros test. Donc le produit il est pas fini en fait, c'est voilà. Après tout cela que vous faites un truc plus propre, quoi. Ça veut dire c'est avec des fonctionnalités basiques, quoi, mais qui permettent déjà de voir si le truc intéresse ou pas, quoi. Il y a différentes typologies de méthodes. On peut soit, avoir les gens, voir les gens et voir leurs besoins
et à partir de tous les besoins, créer l'interface. Ouais, ça Parce c'est qu'on a du clair déjà. Je recul. veux dire, au moment de la phase test ou split testing, je sais pas trop, là, c'est pas le produit fini, quoi. On est toujours avec on est toujours dans le lean, en fait. Oui, c'est ça. Ça, c'est Ok. justement ce que j'étais en train de t'expliquer, c'est qu'il y a plusieurs manières de faire. Il y a la manière où tu vas voir les gens et derrière tu recueilles. Tu vas voir si ton produit que tu as imaginé va répondre aux besoins des gens, mais tu discutes. Et après, tu conçois. Soit tu lances déjà ton produit et tu l'améliores au fur et à mesure. Soit tu le crées avec les gens et tu fais des améliorations petites et après tu testes sur un gros test utilisateur pendant 1 heure et demie sur 15, 20, 30 personnes. Après, tu as différentes méthodes. Tu as la méthode RIT. La méthode RIT, c'est une méthode qui dit que si 5 testeurs arrivent à tester l'outil et ne remontent pas des problèmes, c'est que c'est bon, c'est que le produit est nickel et que tu peux le lancer. C'est-à-dire que tant qu'il n'y en a pas 5 qui ont testé et qu'il n'y a aucun problème qui est relevé au bout de 5 personnes. C'est-à-dire que si la première elle teste, c'est OK, la deuxième elle teste, c'est OK, la troisième elle teste, c'est pas OK, tu repars sur une boucle de 5 personnes. Jusqu'à ce que les 5 personnes qui testent le produit ne relèvent pas des problèmes, entre guillemets, majeurs. Donc voilà, mais tu as plusieurs méthodes, entre guillemets. J'espère que ça va vraiment inspirer plus d'un. Il faut que les gens se lancent en Afrique dans ce genre de domaine. En plus, il n'y a pas encore du monde, quoi. Les premiers, un peu comme toi, les pionniers, ils vont se faire. Sincèrement, il y a pas mal de gens qui travaillent dans l'UX en Afrique. Hein. Sincèrement, l'Afrique du Sud, déjà, c'est un pays où c'est en place depuis longtemps. Les pays anglophones l'utilisent. Le Kenya, c'est un pays où il y a de l'UX. Oh, ils ont trop Mais d'avance au tu Kenya. regardes, il y a le Sénégal. Je parlais de UX au Sénégal, mais en Éthiopie, je suis entré en contact avec une société qui fait des jeux vidéo et ils ont une personne qui fait de l'UX chez eux. Au Maghreb, que ce soit au Maroc, en Algérie ou en Tunisie et en Égypte, voire même en Libye, mais j'ai pas eu de contact parce que la Libye, malheureusement, en ce moment, c'est pas trop ça. Mais il y a des gens qui le font. Après, ils utilisent des méthodes. Enfin, ils ont un process qu'ils utilisent où les méthodes sont déjà des méthodes déjà bien connues. C'est-à-dire que on fait un peu de recherche utilisateur, mais c'est très rapide. On va dire qu'on va plutôt créer des proto-personas, c'est-à-dire qu'on part de nos propres idées, de nos propres connaissances. Ces proto-personas, après, on va les confronter un petit peu sur de la conception de nos de nos maquettes. Mais les maquettes, en fait, on les crée nous-mêmes, on les teste peu, et après on lance le produit et peut-être à partir de là on va faire des tests, mais pas vraiment. C'est des choses qui se font un peu aussi ici. Tu vois, même en France, quand on fait des tests utilisateurs en France, par exemple, il n'y a pas très longtemps, on a été contacté par une boîte sur Paris pour des tests utilisateurs où les personnes font des tests sur 2 personnes, alors qu'il faut vraiment minimum pour relever entre guillemets 50 à 60% ou 70% des problèmes, avoir au moins 8 personnes pour faire des tests. On peut faire des petits guérilla testing sur des petites fonctionnalités ou sur une page avec et c'est rapide, hein, ça dure 5-10 minutes, mais sur 5 à 10 personnes, tu vois, parce qu'au moins t'as des vraies données entre guillemets. Surtout que tous ces tests-là derrière, on les quantifie, c'est-à-dire on crée des scénarios avec des questions ouvertes et fermées, mais aussi des questions avec des échelles allant de 1 à 5 qui représentent pas du tout satisfait à tout à fait satisfait. Et ça permet de quantifier l'expérience utilisateur. Parce qu'après, on fait une moyenne des données qu'on recueille. Donc voilà. Mais en Afrique, il y a de l'UX, je le sais, je l'ai vu. Mais le but, c'est d'apporter encore plus de Ouais, de démocratiser ça au voilà, max, quoi, que ça doit être exactement, partout. apporter des méthodes, les utiliser, les confronter, les améliorer. Il y en a plein des méthodes en design, il y en a vraiment beaucoup. Et surtout utiliser les bonnes au bon moment et de manière optimale. C'est surtout ça. Et que surtout que dans les startups ou dans les grands comptes et les boîtes, les gars se disent notre produit, s'il faut qu'il soit au top, il nous faut une personne qui fasse de l'expérience utilisateur. Voilà. Mais ça se fait de plus en plus. Franchement, ça se met bien en place. Top, top. Avant qu'on ne passe sur la thématique de 10 000 codeurs, je voudrais qu'on revienne mais rapidement sur la partie enseignement. Tu donnes des cours et comment ça se fait? Parce que là,
tu l'as spécifié avant, dans le domaine par lequel tu es passé, t'es maintenant professeur, et notamment dans plusieurs, je crois, il y a l'UIT, c'était l'UIT, je sais plus trop, Cergy l'UIT Pontoise. Pontoise, ouais, Oui, à Paris. aussi l'école, j'ai vu, c'était l'école de Condé, Oui, j'ai enseigné à l'école de Condé à Nice. même à Nice, n'est-ce pas? Oui, oui, c'est ça. À Ouais, l'école de Condé l'année dernière à Nice, j'ai enseigné dans un master de design. L'approche UX avec un de mes collaborateurs qui s'appelle David Jeanne. tu t'es fait contacter ou comment la On connexion nous a s'est faite? contactés. On m'a Ah, ok. contacté on m'a contacté sur LinkedIn, clairement, et ça a toujours été comme ça. Ah, hormis le master dans lequel j'ai été à Nice et pour lequel maintenant j'enseigne depuis 4, 5 ans, où c'est un ancien prof, enfin intervenant qui est parti et j'ai repris son cours, qui est un cours de conception ergonomique. Où j'apprends aux étudiants à maîtriser des logiciels ou du moins avoir une bonne base de logiciels de maquettage comme Balsamiq, Axure ou d'autres logiciels. Mais c'est pas un petit peu chaud à côté de tout ce que tu fais? C'est vrai, je vais te poser la question plus tard après, mais avec tes projets perso, est-ce que tu réussis Non, à... parce que c'est des temporalités où je sais à l'avance 2, 3 mois en avant ou 1 mois ou 2 avant mes horaires. Et c'est une fois par semaine pendant 4 heures, une demi-journée. J'ai à peu près 50, 60 heures à la fac de Saint-Jean d'Angély au master RD. Après, sur Cergy Pontoise, ça a été une journée. À Condé, ça a été pendant un petit moment où je les ai accompagnés. Là, je devrais l'année prochaine faire des cours de design thinking sur Nice. Je vais peut-être faire des cours en Afrique du Nord aussi. J'espère avec 10 000 codeurs faire des formations en UX sur l'Afrique. Non, au contraire, moi, je donne un temps. J'ai un temps imparti. Et puis après, derrière, je bosse le soir, hein, si jamais j'ai... Bah, c'est une belle transition avec 10 000 codeurs et les cours 10 000 codeurs. Ouais. J'ai rencontré vraiment... je sais pas si tu as eu l'occasion ou le temps peut-être d'écouter un petit peu mon échange avec Douglas. Non, je n'ai pas eu cette chance-là ces derniers temps parce que Sur je suis en mode full. Il y a Mais pas de souci. je regarderai, j'écouterai l'interview. Ouais. Je l'ai pas dit au début de l'interview, donc j'ai mon propre podcast qui s'appelle Débrouillard, où j'ai fait la rencontre avec cet homme, avec ce Power Man. Ouais, exactement, ouais. Et c'est lui, en fait, qui est à l'origine de ce up. Parce que pour moi, 10 000 codeurs, c'est un up. Et comment est-ce que la rencontre s'est faite? Comment la connexion s'est faite avec Douglas? J'imagine que Alors, c'est par lui que tu as rejoint le board de 10 000 codeurs. complètement. En fait, 10 000 codeurs, je les ai rejoints comment? Tu vas pas me dire encore LinkedIn, là. Il y a LinkedIn un peu, mais c'est surtout autre chose. Mais c'est la base de LinkedIn aussi. En fait, il y a eu 7, 8 mois, j'ai été contacté par des personnes qui devaient faire un événement en Afrique et qui finalement ne s'est pas fait ou va se faire plus tard. Jimmy Coder était jusqu'il y a peu un des partenaires. Et clairement, quand j'ai vu Jimmy Coder et les partenaires, moi, je suis quelqu'un de très curieux, donc j'ai cliqué et je suis allé voir ce que c'était. Et très rapidement, quand j'ai lu ce qu'il faisait... Mais il faut avouer que 10 000 codeurs, ça clique quand même. Quand tu vois un truc 10 000 codeurs, c'est quoi? C'est la même voilà. impression quand même. J'ai vu 10 000 codeurs, c'est quoi? Voilà, c'était qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça voulait dire? Qu'est-ce que ça représentait? Et quand j'ai vu sur le site ce qu'il faisait, je me suis dit c'est génial. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis dit il faut que je le contacte parce que ils font ça sur le développement. Peut-être que sur la partie UX, ils n'ont pas quelqu'un et moi j'aimerais travailler avec lui. Comme moi, à la base, je souhaitais monter et j'ai monté il y a pas très longtemps une association qui s'appelle UX Africa, qui a pour ambition de créer, enfin non, pas de créer, de consolider la communauté UX dans toute l'Afrique. Donc mon but c'est d'avoir des UXeurs de partout, de savoir qui ils sont
Et si jamais j'ai des projets et que je ne peux pas les faire, par exemple en Guinée ou au Sénégal, ben, de leur dire voilà, moi je connais des gens, ou même je vous mets en relation avec des gens qui sont très bons, qui travaillent très bien, et ils sont directement dans le pays. Mais aussi, j'ai créé cette association-là pour faire de l'Afrique le hub de l'UX, pour connaître les forces de l'UX et permettre que chaque startup puisse se dire il faut que l'UX soit intégré là-dedans pour remonter ça au gouvernement, parce que les gouvernements ne connaissent pas ça, ne savent pas que ça existe, ou s'ils le savent, ils ne connaissent pas l'importance de ce métier. Et j'ai su très rapidement que Jimmy Coder était important dans ma quête à avoir de la visibilité et à transmettre ma vision et mon envie. Et quand j'ai échangé avec Douglas très rapidement, j'ai pu voir qu'il avait la même vision que moi, voire même il avait eu bien auparavant vis-à-vis du développement, notamment sa vision de former 500 000 personnes jusqu'à 2025 dans le domaine de l'IT avec un métier derrière. J'ai pu voir que toute la stratégie que je m'étais mise dans la tête, lui-même y avait pensé d'une autre manière, mais c'était très proche. Et puis j'ai surtout vu une résonance dans la même vision et la même envie que moi de partager de manière bienveillante, comme un grand frère en fait. Parce que pour moi, grand frère, c'est être bienveillant de manière humble, ne pas croire qu'on arrive ici avec nos connaissances et qu'on sait mieux que les autres, parce que non, les gens savent des choses aussi bien. Et nous, on apprend aussi, c'est un partage, c'est un échange. C'est tout à fait ça. Et moi, cette richesse que j'ai découvert et que je découvre au fur et à mesure par le biais de Jimmy Coder et de UX Africa, parce que j'ai créé un Slack UX Africa où on échange. Le but là, dans pas très longtemps, je vais monter le site web avec un ami, donc on va pouvoir mettre un forum, etc., etc. Il y a vraiment une vision de malade derrière. Et avec Douglas, on est complètement d'accord. Et c'est vraiment d'un point de vue personnel, ça m'a conforté dans mon idée. C'est rassurant, mais c'est surtout excitant d'avoir une personne comme lui qui fait des choses de manière fantastique, et puis surtout qui a un impact et qui a des entrées au niveau gouvernemental, hein, parce qu'il discute avec des gouvernements. On en parle aussi dans le podcast. Voilà. Cette faculté à se faire entendre, à communiquer avec, comme on disait sur LinkedIn, en fait, les gens qui ont le pouvoir de décision, en fait. C'est ça, exactement. En l'occurrence, ces gouvernements-là. Donc, c'est une très bonne porte d'entrée. Et pour moi, voilà, c'est comme je savais que je n'avais peu ou pas de porte d'entrée dans certains pays, notamment Afrique subsaharienne, Afrique du Sud et d'autres endroits. Même si je connaissais des gens, Jimmy Coder m'apporte la crédibilité, m'apporte le fait de pouvoir discuter avec ces gens-là et de leur montrer et démontrer que ce que je fais est important et a son importance pour tout l'écosystème, en fait, pour tout le monde. Et parce que je vais prendre un exemple très concret. Si on doit travailler sur le domaine de la santé dans un pays comme la Tunisie ou la Guinée ou le Sénégal, il va falloir créer des choses qui soient en résonance avec les attentes des populations. Et le but, c'est pas de faire des applications, des produits technocentrés parce qu'il y a de la technologie, rajouter des trucs, alors que ça répond pas aux besoins primaires, tu vois. Primaire, ouais. Il faut que ça doit refléter les réalités du terrain, en fait. Exactement. Et le but, c'est que en utilisant l'UX en amont, on fait de la recherche utilisateur, on va sur le terrain, on fait de l'ethnographie, on recueille les besoins et les attentes des gens. Et à partir de ça, comme on a tout recueilli, on va pouvoir créer des choses qui vont être utiles, qui vont pour ces gens. Impact. Voilà. Pour l'ensemble des gens, parce que comme tu le sais, dans un pays, il y a des gens qui sont riches, moins riches, des gens qui sont éduqués, moins éduqués, etc., etc. Mais le but, voilà, c'est que tout le monde y trouve son compte. Et à partir de ça,
au lieu de cracher de l'argent dans des développements de choses et se dire au final que c'est pas utilisé parce que les gens ne comprennent pas ou qu'ils n'en voient pas l'utilité ou qu'ils se disent ouais ça a été fait par ce gouvernement là parce qu'ils ont voulu lâcher un peu d'argent mais ils nous ont jamais écoutés. Non, le but c'est que on écoute les gens, ensuite on les fait participer à la conception et derrière boum, on développe les choses et que ça pérennise tout en fait et tout le monde est gagnant. Et ça, l'UX est hyper important. Excellent, excellent. C'est justement ce souffle-là, ce vent-là que Douglas essaie de propager comme ça de façon exponentielle et que moi aussi à ma petite échelle, avec cet échange, le fait parce qu'il y a, ouais, dans notre petit cercle, là, on entend parler, on sait que ça existe, tu vois, mais il y a des millions et des millions de personnes qui sont pas au courant, qui ont besoin de médias, comme peut-être avec les médias traditionnels, c'est pas toujours évident. On peut se créer son propre média et puis raisonner autant que ces médias-là. C'est justement mon rôle avec ce podcast 10 000 codeurs que je produis et que j'anime et qu'on espère comme ça diffuser tous ces nouveaux métiers qui sont porteurs vraiment de plein de bonnes choses pour l'Afrique et de diffuser tout ça partout en fait, partout. C'est le premier épisode. Il y aura d'autres épisodes avec d'autres métiers autant passionnants que ce métier de UX designer et avec la partie aussi cognitive. Donc, est-ce que je peux te demander quel est aujourd'hui, c'est quoi ton rôle et ton taf dans 10 000 codeurs? Alors, mon rôle dans 10 000 codeurs, c'est en gros être le lead UX, c'est-à-dire former, évangéliser, expliquer, apprendre, se montrer et expliquer ce qu'est l'UX. Voilà. Sachant que je peux ne pas être le seul UX designer chez 10 000 codeurs. Moi, c'est un rôle de lead, comme j'ai pas mal d'années d'expérience et que on s'entend super bien avec Douglas, pardon. Rodrigue, c'est une autre personne. Et, d'ailleurs, s'il entendra le podcast, on va pas couper. Hein. Il n'y a pas de souci. Il est sur Toronto, donc il se reconnaîtra. Loïc, on te salue, Loïc. Rodrigue. Rodrigue. Ok, moi je parlais d'une autre personne. Loïc, on le salue aussi. Ça devient n'importe quoi là. Il y a aussi Mousliou de 10 000 codeurs ouais, on va tous les avoir ici sur le podcast. Ils vont tous passer un par un. Voilà. Mon rôle, en fait, c'est de, comme tu le disais clairement, c'est de montrer que ce métier existe pour ceux qui ne le connaissent pas. Parce qu'il y a les spécialistes, les gens qui travaillent dans le domaine du développement, de l'innovation, qui savent plus ou moins ce que c'est ce métier ou qui en ont entendu parler. Mais le but, c'est que les gens puissent connaître ce qu'est ce métier-là et surtout qu'ils comprennent que ce métier-là est fait pour que eux soient mis au centre de la conception des produits que l'on fait, qu'ils soient numériques ou pas. Donc, en gros, nous, notre travail, enfin moi, mon travail dans 10 000 codeurs, c'est vraiment de mettre au plus haut l'UX et dire que c'est un métier qui est aujourd'hui central, hyper important et qui travaille main dans la main avec toutes les autres spécialités qu'il y a dans le domaine de l'IT, quoi, de l'innovation, des technologies numériques ou pas, et quelle que soit la technologie, et qu'on peut adapter ça de manière infinie, sachant qu'il y a aussi ce qu'on appelle l'UX stratégie. L'UX stratégie, c'est à la fois faire la stratégie de la société en externe, comment elle va déployer ça de manière globale à 360 sur tous les médias, sur tous les médiums. J'ai un site web branding, j'ai une borne qui est à droite. Le but, c'est de créer une expérience client. Là, tu parles d'un truc qu'on a déjà, qui a déjà un product market fit. Et là, maintenant, on le diffuse de façon... Sur tous les médiums et les médias, voilà, pour que l'expérience soit homogène de partout. Mais ensuite, après, pour que la société soit au top, elle doit, elle aussi, dans son intérieur, dans ses équipes, grossir.
Au départ, elle peut ne pas avoir du UX designer. Donc, le but, c'est d'évangéliser auprès de toutes les différentes forces de la société UX. Et puis après, elle va en prendre un seul, qui aura peut-être un double rôle. Il sera UX et UI. Et puis après, elle va prendre peut-être 2 personnes, 3 personnes, puis elle va créer un département. Ouais, tout un pôle juste Fois, pour ce voilà, domaine-là. Ouais. à chaque fois qu'elle va passer des stades, nous, on va l'accompagner pour lui dire de faire ci, faire ça, l'aider à recruter tel ou tel profil et l'aider toujours à avoir cette vision de l'utilisateur, le centraliser et pour pas qu'elle se repose sur ses lauriers. Et bien sûr, ça, c'est un coût business. Hein. Y a un retour sur investissement. À prévoir, Voilà. le truc en fait, c'est de savoir que ça existe et dans ses budgets ou dans ses levées, de tenir compte de ça en fait, de pas C'est prendre ça. ça comme un truc basique, c'est très très important. J'ai envie de dire même que c'est représentatif, peut-être plus de 50% de ton truc, quoi. Parce que ce sont eux qui sont devant, ce sont eux qui présentent en fait ce que c'est la porte d'entrée en fait, même s'il y a une grosse techno derrière avec le back-end et tout, mais c'est la porte d'entrée. Donc si c'est mal fait, au niveau conversion, ça risque un petit peu d'être, C'est un tout. d'avoir C'est une un tout. friction, quoi. Un Ouais. UX designer doit prendre en compte les contraintes techniques, les contraintes business et les contraintes utilisateurs. Et tout ça, c'est un tout. Et le but, c'est d'améliorer tout ça et qu'il y ait un équilibre. Et quand le produit est bon et qu'il répond aux attentes des utilisateurs, là, on travaille sur la société. On travaille déjà, on a commencé à travailler sur la société et les collaborateurs, mais on fait monter en compétence tout ça pour que on vise toujours au-dessus et qu'on mette les bons ingrédients pour que toute la stratégie UX soit bien mise en place et que tout ce qui est fait derrière en termes d'expérience utilisateur sur les différents médiums et les solutions qu'on met en place à l'intérieur et à l'extérieur de la société et des produits soit efficace, efficient, satisfaisant, apporte une belle expérience utilisateur, mettre une bonne émotion, que les gens vivent quelque chose de génial. Autant dans le collaborateur, c'est-à-dire la personne qui travaille sur le produit en lui-même, comme l'utilisateur final qui va acheter le produit et tout le parcours sur lequel il va pouvoir acheter le produit, que ce soit un parcours numérique ou physique, les gens qu'il rencontre, etc., etc. Donc voilà. Ouais, vraiment, un grand merci pour ce moment de partage. Et l'idée, c'est de motiver le maximum de personnes à intégrer cette opportunité qu'on a aujourd'hui avec 10 000 codeurs et avec tous ces grands frères et ces grandes sœurs qui sont à l'intérieur et qui sont prêts à partager humblement tout ce savoir-là et aussi à pousser les autres vers l'excellence, quoi. Naji, j'aimerais que tu nous partages aussi, je trouve que c'est un point très intéressant, comment toi est-ce que tu t'organises aujourd'hui? C'est quoi tes petits secrets pour mieux bosser, des soupapes dans la semaine, des petits outils spécifiques, des applications Evernote et tout? Comment tu fais pour être plus efficace, plus productif? Alors moi, ce que je fais, c'est que déjà, je gère mon timing avec mon téléphone. Hein. J'utilise Google Calendar. Ça me renvoie des notifications, voire même sur mon téléphone, je me mets des notifications une demi-heure à chaque fois avant une réunion ou quand je dois bosser de manière très longue sur un sujet. Ça, c'est après, je m'organise de manière assez. J'ai appris à m'organiser avec le temps, au fur et à mesure, parce qu'au début, tu veux tout faire et il faut savoir faire les choses de manière très cadrée. Pour faire du maquettage, quand je travaille sur la partie conception, je dessine toujours au départ. Je pars toujours sur du sketching. Donc, je prends crayon, papier. Et à partir de là, quand j'ai mis en place les principes de navigation, les fonctionnalités, je les ai bien décrites. Je fais aussi ce qu'on appelle un zoning. Je mets les zones, je vais du noir au gris clair. Et les zones les plus noires sont les zones les plus importantes. Il y aura peut-être des fonctionnalités ou des informations très importantes. À partir de ce zoning, dès que c'est fait, je commence à dessiner les choses, l'application, ou du moins je dessine différentes typologies d'écran avec un placement différent des fonctionnalités ou une expérience différente, des principes de navigation, etc. Dès que j'ai fini de faire ça, parce que tant que je ne suis pas passé à ça, tant que je n'ai pas finalisé ça, et en général je le fais avec les utilisateurs à côté de moi, je le teste
en mode papier. Et dès que j'ai fini de le tester en mode papier, que c'est validé, là, je commence à le maqueter. Et je le maquette sur Axure. C'est un logiciel qui permet de simuler de manière dynamique une application ou un site web. Et après, derrière, je fais des tests. Voilà. Ça, c'est la partie conception, en fait. Après, quand je suis sur la partie quand je dois définir une cible, en gros, je vais prendre un exemple très concret. Je travaille actuellement sur un projet de lunettes connectées pour les personnes déficientes visuelles. C'est des lunettes qui permettent de filmer ce qui se passe autour d'elle. Et si la personne veut savoir ce qu'il y a devant elle, elle a juste à appuyer sur l'écran et elle a un feedback sonore. Et il y a pas mal d'autres choses aussi. Et il a fallu que je prenne. Attends, ça veut dire que c'est les lunettes en fait traduisent en fait tout ce qu'il y a comme image en son. Elle filme. Elle filme et elle fait une interprétation de ce qu'elle filme en audio. Non. Il y a un téléphone. En fait, elle filme. Qui est filmé et directement connecté avec le téléphone parce que la lunette est connectée au téléphone. Ouais. Et toi, tu as un écran sur ton téléphone et quand tu passes sur ton écran et que tu appuies, par exemple, à gauche, en haut, et on te dit bouteille d'eau, eh ben, tu prends la bouteille. Si tu as envie de la prendre, tu la prends. Tu vois ce que je veux dire? Bon, c'est quoi ça? Ah ouais, le produit est déjà sur le marché. Il n'est pas sur le marché. Il est en train d'être testé et on est en train de l'améliorer. Justement, la semaine prochaine, on a des tests utilisateurs. Là, on a une exclusivité. On peut parler de l'entreprise ou pas? Non, peut-être pas. Elle s'appelle B2Bot. Oui, okay. Tu peux parler de l'entreprise. L'entreprise s'appelle B2Bot. Elle est sur Sophia Antipolis. C'est une startup avec laquelle je travaille depuis l'année dernière. Ce qui est génial, c'est que cette startup s'est donné les moyens de pouvoir mettre en place un processus UX global. Parce que souvent, j'ai des clients qui prennent une partie du processus parce que ça peut avoir un coût. Là, elle a pris le processus global. Le processus global, c'est quoi? C'est planification, exploration, idéation, conception, évaluation, retour sur investissement. Donc, la planification, on planifie comment on va mettre en place mon intervention. En gros, j'ai plus ou moins expliqué tout ce que j'allais faire à chaque étape, quel type de process on allait mettre en place ou quel type de forme de méthode on allait mettre en place si on était en méthode agile, en Lean UX, etc., etc. Et on a planifié les dates, planifié les rencontres avec les différentes associations. En fait, le but, c'était vraiment de voir tout ce qu'on peut faire et toutes les actions qu'on doit mettre en place. Ouais, c'est excellent. Dans la partie exploration, en fait, on est parti au contact de personnes déficientes. On a clairement créé des personas. On a défini les différentes. On était à la base sur les malvoyants, enfin aveugles, malvoyants lourds et malvoyants légers. Et au fur et à mesure, parce que eux voulaient couvrir tout, on a pu comprendre que la solution était intéressante que pour les malvoyants lourds et les aveugles. Et moi, les malvoyants légers n'avaient peu ou pas besoin de la solution. Donc déjà, on a pu sortir des personnages. C'est vraiment excellent. On va mettre les liens dans la description. Il y a déjà un site, non, je pense. Ça ferait un bon cas pratique pour ceux les plus curieux. Là, ils pourraient voir de façon pratique, en fait, de façon concrète, en fait, ce métier, en quoi est-ce que ce métier consiste, quoi. Donc, on va mettre les liens. On va aussi mettre les liens de Madina. Tu peux déjà répéter les liens. On va quand même écrire aussi en description. Madina.com, je ne sais pas s'il tourne toujours le site, en revanche, de Madina.com. Je pense que oui, tiens, je vais regarder. Mais c'est parce que ça fait très longtemps que j'ai bossé dessus. Il existe encore. Je l'ai testé. J'ai regardé ce matin. J'ai vu ils ont un très beau site. Hein. Ils ont un très, très beau site en plus. Ah bah, ils ont un site. Ouais, tu as l'impression que ça ressemble genre les sites des vendeurs de logiciels là, c'est très des logiciels SaaS là, c'est très beau, c'est très responsive et ah yes. OK. En fait, ils l'ont complètement changé sur un autre truc. Ah, super, OK. Je vais voir si c'est dans la même équipe, mais je mettrai le lien, il y a B2Bot. B2Bot c'est vous allez sur B
Ça s'écrit B2, le chiffre, B-T. Top, on va mettre tout ça en descriptif. Là, on arrive sur la fin, Najim, mais j'ai encore trois petites questions. Qu'est-ce que tu conseillerais à ton toi-même à 20 ans qui vient d'avoir son bac, qui a commencé des cours d'histoire et qui est tout de suite, après une année, allé faire le tour du monde? Qu'est-ce que je conseillerais à un jeune de 20 ans? À toi, le À Naji, moi. tu reviens en arrière, ouais, tu vois le Qu'est-ce que je petit me Naji. conseillerais? Ben, je lui Ouais, dirais de refaire la même chose. excellent. Voilà, parce que de toute façon, ce qui est fait est fait. On peut pas le refaire. Et si les choses sont faites comme ça, c'est que c'est écrit. Moi, je suis très croyant et je pense que les choses ne viennent pas par hasard. On va les chercher. Et la chance, bien sûr, il faut en avoir. C'est quelque chose qui est normal. Au-delà d'avoir de la chance, il faut se donner les moyens. Et La provoquer, la provoquer voilà. aussi. Et toutes les personnes que je rencontre et que j'ai rencontrées ces derniers temps, c'est des personnes que je me suis donné les moyens de rencontrer, qui ont voulu me rencontrer et discuter avec moi parce qu'elles ont peut-être décelé quelque chose d'intéressant en moi. Et au-delà de ça, je dirais aux gars de 20 ans de bien profiter de ces 20 ans, puisque maintenant, en tant que papa, Ouais. avec les enfants, entre le boulot et le reste, Ah, c'est c'est petit. compliqué. Mais je Voilà. partage complètement ton avis par rapport au fait que tu allais toi-même les... Parce que moi, c'est pareil, hein, pour lorsque j'ai débuté, par exemple, aussi mon podcast, je réfléchis... Au départ, j'avais cette difficulté-là. Je me disais, ouais, moi, je suis rien, personne ne me connaît. Comment est-ce que je pourrais ramener ces personnes qui ont de jolies choses à partager à ma petite échelle? Et c'est en allant vers Douglas, on se connaissait pas du tout personnellement. Je le dis aussi dans l'épisode, j'ai écrit un message sur LinkedIn. Il m'a répondu tout de suite après, et puis on s'est fait un rendez-vous, on s'est fait un call d'abord avant, et puis directement ça a accroché de ouf. Et c'est comme ça qu'après, si j'avais pas effectué cette action, je, cette interview qu'on a à présent tous les deux n'aurait pas eu lieu. Mais c'est ça. Je me suis bougé en fait, et puis j'ai provoqué les choses. J'ai eu de la chance, mais je l'ai cherché un petit peu quand même. C'est un peu ça le but aussi, c'est que, je veux dire, tout, enfin, tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, c'est comme pour toi, je l'ai tenté. Je suis allé voir les choses. J'ai été au culot, mais derrière, je l'ai fait aussi. Pourquoi? Parce que j'avais déjà confiance en moi et surtout que je savais que j'étais capable de faire les choses. Bien sûr que après, quand les gens acceptent et tout, j'ai cette petite pression. Et d'ailleurs, heureusement qu'elle est toujours là, parce que c'est celle Ouais, qui me ouais, permet de me défoncer pour aller encore plus loin, tu vois, et de proposer un travail qui est heureusement. net, clair, etc., etc. Parce que sinon, après, tu deviens trop. Un petit peu un but de ta personne, ouais, je vois ce que Voilà, tu veux dire. exactement. Et moi, c'est pas mon, au contraire. Et c'est pour ça que j'enseigne beaucoup, parce que l'enseignement me permet de me revoir comment j'étais quand j'étais étudiant et de m'apporter cette fraîcheur, de me remettre toujours à niveau. Et c'est pour ça que j'aime bien transmettre et discuter et me remettre toujours en question, parce que de toute façon, tout est une question de cycle. Et si j'avais un conseil à donner à mon moi de 20 ans, c'est de refaire ce qu'il a fait, parce que tout ce que j'ai vécu, autant en bien qu'en mal, autant en positif qu'en négatif, ça a forgé la personne que je suis aujourd'hui. Et ça m'a permis de rencontrer, déjà de te rencontrer et de faire ce podcast et de rencontrer d'autres personnes autant formidables que les unes que les autres, parce que pour moi, tout le monde a quelque chose à apporter à quelqu'un d'autre. Et il faut juste savoir le déceler, le comprendre, et c'est génial. C'est excellent, c'est excellent. Est-ce qu'il y a un livre comme ça que tu recommandes souvent, ou que tu offres en cadeau Il y a un bouquin que j'aime beaucoup, ça s'appelle L'enfant des sept mers de Chine, de Paul Lou Solitaire. Un bouquin qui est vraiment très important pour moi, parce que pour moi, c'est un peu un bouquin qui explique très bien comment la vie est. Le héros, je me suis beaucoup identifié à lui parce que c'est une personne qui faire les choses de lui-même, toujours être à pied pour aller d'un endroit A à un endroit B. Il s'est toujours débrouillé pour avoir tout ce qu'il a rêvé. Il a eu des choses dans sa péripétie, dans sa vie qui étaient pas, enfin, positives et négatives, mais ce que j'aime dans ce bouquin et dans ce personnage, c'est que c'est un personnage qui est libre, fait ce qu'il veut,
qui n'accepte pas d'un certain point de vue la modernité quand elle n'est pas utile, et qui est ouvert à pas mal de choses et qui a un principe basé sur la famille et le respect qui est très important. C'est un bouquin qui m'a énormément marqué. Ça fait très longtemps, 15-20 ans à peu près que je l'ai lu. Et c'est vrai qu'à chaque fois que j'en parle à quelqu'un ou que je l'offre, j'ai toujours ce retour des personnes à qui j'en ai parlé ou à qui je l'ai offert, qui me disent que ce bouquin est quelque chose qui les a marqués. Donc voilà, L'enfant des sept mers de Paul Loussoulidze. C'est vraiment un super bouquin. Ah, top. On va bien sûr mettre les liens en description pour ceux qui sont intéressés. Qu'est-ce que tu ferais si tu n'avais pas peur, Naji? Si je n'avais pas peur, Ouais. C'est une question qui pose souvent en interview chez Facebook. en fait, comment tu définis la peur? C'est la peur en général ou c'est quel type de peur? Je dirais une peur profonde. Je te prendrai le cas, par exemple, de quelqu'un que j'ai reçu sur le podcast, mon podcast Débrouillard la semaine passée. Euh, il s'appelle Diran. Il a créé un dispositif pour pouvoir gérer les stocks et aussi la logistique pour les entreprises des pays émergents. Je lui ai posé cette question et il m'a dit que si lui, il n'avait pas peur, alors, parce qu'il vit en France. Et il ferait ses clics et ses claques et il devait se barrer directement pour le Cameroun, quoi. Ah, d'accord. Et puis il dit, ben, le fait qu'il y ait cette incertitude que ouais, ça peut marcher, ça peut ne pas marcher, il y a cette petite peur profonde. Et puis ça, c'est pour son cas, en fait, mais chacun a sa propre peur profonde, quoi. Moi, je dirais que je ne ferais rien si je n'avais pas peur, en fait. Parce que c'est cette peur qui me pousse à faire les choses. La peur de ne pas être au top quand on m'emploie, la peur de pas réussir ma vie en général, la peur de ne pas subvenir aux besoins de mes enfants. Mais en fait, la peur est quelque chose qui est hyper positive, en fait. Pour moi, la peur, c'est Ouais, quelque chose de positif qui te permet de garder sur les bons rails et de savoir vers où tu veux aller. Et puis, sans la peur, on ferait rien ou on ferait n'importe quoi. ouais, c'est un peu Voilà. pareil que Douglas. Quand j'ai posé la question, il m'a dit, mais Guy, je fais déjà ce que je ne ferais pas si je n'avais pas peur. Aussi, c'est vrai. C'est vrai, c'est que après, sans la peur, on peut prendre des mauvais choix. Avec la peur, quelle que soit la définition qu'on peut donner, on est plus réfléchi. Mais il m'arrive des fois de prendre des décisions parce que j'ai pas peur, Attends. clairement. Où est-ce que les gens peuvent se rendre pour en savoir plus sur toi? On mettra bien sûr les liens Bon, dans la description. qu'ils aillent sur LinkedIn, hein. LinkedIn, c'est vraiment un bon moyen de connaître un peu ce que j'ai fait. Il n'y a pas tout en général, mais c'est une bonne, Ouais, il y on a va plein de dire, ressources déjà. ouais, il y a pas mal de choses. C'est vrai qu'il faudrait que je le réactualise et que je rentre plus profondément. Actuellement, je suis en train de faire le site web de UX Africa et très prochainement, je vais faire mon propre site perso sur lequel je mettrai pas mal de projets personnels, de projets sur lesquels j'ai le droit de plus ou moins divulguer des méthodes que j'ai mis en place ou que j'ai utilisées, des conseils. Et voilà, les personnes puissent en savoir plus parce que c'est vrai que souvent, après, tu parlais de peur tout à l'heure, le numérique est aussi un moyen de source de peur parce que si on met trop d'informations, euh, on va dire plutôt d'un point de vue personnel, hein, parce que moi c'est que du professionnel que je mets. Je ne suis pas sur des réseaux sociaux comme Instagram, Facebook ou Snapchat. Moi, tout ce qui est vie privée reste vie privée pour moi. Je ne parle que de ma vie professionnelle. Ça ne va pas plus loin. Après, les gens en réel que j'invite ou avec lesquels il y a un bon feeling et qui peuvent devenir un des satellites de ma galaxie, on va dire. Eux connaîtront ou connaissent ma vie personnelle. Mais après, voilà, si les gens veulent en savoir plus d'un point de vue professionnel sur moi, sur ce que je fais,
Il y a LinkedIn pour l'instant et bientôt il y aura d'autres sources qui leur permettront de mieux connaître tout ça. On va mettre les liens en description et bien sûr, on pourra actualiser la description du podcast Débrouillard lorsque les sites seront prêts. Avec grand plaisir. On arrive à la fin. C'est vrai que c'est un long podcast, mais ce que je conseille aux gens, vous pouvez l'écouter, mettre sur pause, faire autre chose et puis revenir dessus. Et surtout pour nous encourager et pour diffuser ce genre de message à un maximum de personnes. N'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles sur iTunes et puis à parler de ce podcast à vos amis, à vos proches, à ceux qui pourraient potentiellement être intéressés, à les obliger à s'abonner aussi. Prenez leur téléphone et puis abonnez ses proches de force sur iTunes et tous ces autres diffuseurs de podcasts. Merci Naji d'être passé. J'ai pris beaucoup de plaisir avec toi. J'ai surtout beaucoup appris. Et j'espère aussi que les auditeurs pourront beaucoup apprendre de cet échange. Avec grand plaisir. Top. Donc, à la prochaine et salut. Salut. Je suis ravi aujourd'hui de vous présenter une institution de microfinance Advance Cameroun, filiale du groupe international Advance qui a pour mission d'offrir des produits de crédit d'épargne, de transfert et toute une gamme de services financiers associés aux micro, petites et moyennes entreprises du Cameroun. Advance Cameroun propose des produits de financement et de dépôt adaptés à vos besoins et à votre situation aux tarifs les plus compétitifs du marché. Être client chez Advance Cameroun, c'est bénéficier de son réseau d'agences étendu, son accueil de qualité, ses horaires d'ouverture flexibles et le professionnalisme de ses équipes. Je vous recommande donc cette microfinance Advance Cameroun et pour plus d'infos, rendez-vous sur advancecameroun.com. Bravo, vous avez écouté cet épisode de 10 000 codeurs jusqu'au bout. Merci de le partager à 2 personnes autour de vous, d'inscrire de force vos amis au podcast sur leur smartphone et de mettre une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. Ça nous aide énormément pour ressortir dans les classements. Aussi, si vous nous laissiez votre email sur podcast.1000codeurs.com, nous vous enverrons l'épisode de la semaine ainsi que 2-3 bons plans. Pour finir, si vous voulez rejoindre l'écosystème 10 000 codeurs, soit en tant que bénéficiaire d'une formation dans les métiers du numérique, soit en tant que formateur professionnel du numérique ou du développement personnel, ou en tant que sponsor pour favoriser en Afrique l'insertion professionnelle et l'employabilité des jeunes, il vous suffit de nous écrire sur contact@1000codeurs.com ou vous rendre sur 1000codeurs.com. Je suis Guy Berthold pour le podcast 10 000 codeurs et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine.